Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de mes dernières lectures de l'année 2024. Le mois de décembre a été assez riche en termes de lecture, donc on va démarrer tout de suite. Donc j'ai commencé le mois de décembre avec un service presse que j'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. C'est Ereb de Didier Fossé, publié chez N+, dans leur collection noire. La chronique est déjà dispo sur Instagram d'ailleurs, puisque... comme vous le savez ou peut-être pas, si vous êtes sélectionné pour faire une masse critique Babelio, vous avez un mois pour rendre votre chronique. Donc, j'ai fait une chronique sur Instagram qu'ensuite j'ai donc copié-collé tout simplement sur Babelio. Donc, Ereb m'avait beaucoup tenté. On est en 2017 à Paris. Et il y a des jeunes femmes qui travaillent dans le milieu de la nuit, donc des cabarets, des bars, etc., qui vont disparaître. En parallèle de ça, on va se retrouver à différentes périodes et dans différents lieux à travers le monde où on va suivre un certain personnage. Donc c'est un titre qui est assez court, c'est pour ça que je l'avais tenté, on va dire, puisqu'il fait 192 pages, ça s'est lu très très vite. C'est un roman qui est extrêmement addictif, il n'y a pas de temps mort, je me suis pas du tout ennuyée. La structure sans chapitre, c'est-à-dire qu'en fait... il n'y a aucun chapitre dans ce roman. Par exemple, là, on démarre en 2011. Et puis, quand on tourne la page, tac, on est ici en 2015. Voilà. Donc ça fait office un peu de chapitre, mais il n'y a pas vraiment de chapitre. On va alterner entre les lieux et les époques. C'est assez dynamique, ça va très vite, c'est assez addictif. On a envie de savoir ce qui est arrivé à ces jeunes femmes qui vont disparaître. Par contre, attention, j'ai été assez surprise. Il y a des scènes d'une extrême violence qui sont extrêmement graphiques, extrêmement décrites. Je ne sais pas s'il y a des trigger warnings au début. Non, il n'y a pas de trigger warning. Voilà, sachez que... Non, je regarde, mais non. Sachez que voilà, c'est extrêmement dur, extrêmement difficile à lire par moment. Donc voilà, si vous êtes sensible sur certains sujets, sachez que voilà, ici, voilà, il y a des choses évoquées qui sont vraiment pas faciles. L'auteur ne nous épargne pas. C'est extrêmement graphique, hein, donc vraiment, vous visualisez tout. Hein. Il n'y a pas de doute sur ce qui se passe et sur ce que les personnages sont en train de faire. Ça rend le tout extrêmement réaliste en même temps. C'est paradoxal puisque c'est très dur, mais c'est aussi extrêmement réaliste, extrêmement cru de ce qui peut se passer. Donc voilà. Par contre, c'était une lecture vraiment sympa. Moi, j'ai passé un très bon moment. Si on aime les choses qui vont assez vite, c'est une lecture distrayante. Alors, je mets distrayante avec des guillemets parce qu'il y a quand même, comme je disais, 3-4 scènes vraiment trash et dures. Donc voilà, il faut tenir le coup. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce que ça va trop vite, justement. Il y avait des fois où je confondais certains personnages. Ça manque de passages narratifs. J'ai trouvé d'explications. On comprend hein, et on n'a pas de soucis. Il y a beaucoup de dialogues. Donc, effectivement, enfin, voilà, le rythme, pas de chapitre, plus les dialogues, ça se lit extrêmement rapidement. Pardon. Mais je trouve... Voilà, ça allait un petit peu trop vite. Il y a des sujets, je trouve, qui auraient mérité un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'explications. Mais l'histoire en elle-même, elle se tient, elle est cohérente, elle est dure. Je le répète, mais je préfère vraiment le dire. C'est vraiment difficile par moments. Mais j'ai passé un bon moment, c'était une lecture agréable. Je pense que si j'ai l'occasion de relire l'auteur, je le referai avec plaisir. Et en plus, j'ai eu la sensation... Il me semble que j'ai vérifié et que c'était le cas. On va suivre donc une brigade de police et j'avais la sensation par moment que, sans aller jusqu'à dire que c'était un tome 2, alors c'est écrit nulle part, mais en tout cas, il y a certains personnages qu'on retrouve dans d'autres romans de l'auteur. Ils évoquent notamment des événements qui se sont passés avant Ereb. Donc peut-être que si j'ai l'occasion, je les lirai. Je trouve ça dommage que ça soit écrit nulle part parce que même si ça ne gêne pas du tout à la lecture ici, je trouve que par moments, on perd forcément de l'attachement au personnage quand on n'a pas lu les tomes d'avant et que là, on nous raconte certaines choses. Ben voilà, on n'a pas le même ressenti que si vous avez tout lu, si vous connaissez les personnages, si vous êtes content de les retrouver, etc. etc. C'est un petit peu dommage. Et puis, je pense que l'auteur pourrait tout à fait faire une suite à Ereb par rapport à ce qu'il nous propose sur la fin. Voilà. Et s'il fait une suite, je pense que je serai là parce que franchement, voilà, je dis, c'est pas le titre du siècle, mais c'était un roman distrayant, sympathique, dur, je le replace à nouveau, histoire que vous ayez bien l'info quand même, mais c'était cool, et franchement, voilà, moi j'ai passé un chouette moment. Et je vous le recommande si vous n'êtes pas trop sensible. Attention.
Ensuite, j'ai lu Des Aliénés de Nils Illigan, c'est de l'auto-édition. C'est plus ou moins la suite de Unité 6 que j'avais lu l'année dernière. Donc je me suis procuré ce titre-ci lors du Frisson Festival. Alors je veux juste vous montrer quelque chose. Ça c'était Unité 6, le premier roman de l'auteur. Et ça c'est donc Des Aliénés. Je sais pas son deuxième, mais peut-être bien son troisième, parce que je crois qu'entre deux il a écrit un one-shot. Donc ici on va suivre une youtubeuse qui s'appelle Gabrielle. On pourrait presque dire que c'est la Sonia Lou, puisqu'elle est spécialisée dans les true crime. Et elle veut mener l'enquête autour de l'asile qu'on a dans Unité 6. Et voilà, et donc du coup on va la suivre dans son enquête. Elle est intéressée par ce qui s'est passé, par l'organisation de l'asile, ce qui se faisait avant, etc., etc. Et donc on va la suivre dans son enquête et dans ce qu'elle va découvrir. Alors c'est plus ou moins une suite de Unité 6 parce qu'on retrouve Niklas. Voilà, je vous dirai pas plus, mais on retrouve Niklas dans ce tome 6. Donc c'est pas indispensable d'avoir lu Unité 6 avant, mais moi je trouve que c'est quand même mieux parce que là vraiment quand Niklas va vous raconter certaines choses, ça va vous rappeler des événements et il y a des choses qui sont dites ici qui vont faire écho par rapport à Unité 6. Voilà, c'est pas, je le redis, c'est pas indispensable, on peut tout à fait lire Des Aliénés pour le coup sans lire Unité 6. Moi je trouve que c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Voilà, je le précise. Et ben c'était très chouette, franchement j'ai passé un très bon moment à le lire. Alors il y a quelques petites coquilles d'orthographe, je le précise parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très susceptibles, très tatillons à ce sujet, donc je le précise, ça ne gêne en rien la lecture, le plaisir de la lecture, mais il y a quand même quelques fautes d'orthographe, je préfère le préciser. Alors si Unité 6 était davantage un titre dynamique et coup de poing. Ici, je trouve que l'univers proposé, il est beaucoup plus riche. Je trouve que, en tout cas moi, j'ai senti que ici l'auteur avait beaucoup plus travaillé. Je trouve qu'on sent une vraie évolution, que ça soit dans la plume et dans la construction. Alors certes, Des Aliénés est quand même beaucoup plus gros que Unité 6, hein, mais je trouve que vraiment, on sent vraiment le travail de l'auteur, que ça soit au niveau de la plume. Il y a quand même pas mal de passages narratifs, il y a de l'alternance de dialogues, de choses qui se passent dans le passé, etc., etc. Donc vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un beau travail. Donc vraiment, je vais continuer de lire l'auteur parce que j'ai passé j'avais beaucoup aimé Unité 6. Celui-ci, je l'ai tout autant aimé. C'était dans un genre qui est quand même très différent. Alors, j'ai pas du tout eu peur, par contre. Voilà, si vous cherchez un titre qui fait peur, en tout cas, moi, ici, j'ai pas du tout eu peur. Même si il y a quelques scènes qui sont assez visuelles et notamment avec quelque chose que je n'aime pas du tout dans la vraie vie, je précise. L'ambiance, elle est sombre, elle est glauque, elle est oppressante parce que Gabrielle, elle va ressortir dans des événements qui sont arrivés dans cet asile. Et vraiment, tout ça, ça crée vraiment une ambiance voilà, glauque, oppressante, noire, inquiétante, et ça c'est quand même présent. Il y a tout un côté documentaire aussi autour de l'univers de la psychiatrie en France et des asiles. J'ai appris plein de trucs, c'est très documenté. Ça c'était super intéressant, vraiment. Et je trouve que ça m'a donné de la curiosité par rapport à ce sujet-là. Je n'imaginais pas l'état de la psychiatrie à ce point-là, on va dire. Petit point négatif, il y a des personnages secondaires qui ne servent à rien. Je trouve que, en tout cas moi, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment d'utilité dans l'histoire. On est vraiment quasiment centré exclusivement autour de Gabrielle et finalement, c'est le plus intéressant. La postface et la préface m'ont beaucoup ému. Je sais pas si... tac, oui, je crois qu'il y a un truc qui m'a beaucoup ému au début, hein. Dans la préface. Ouais, je peux pas vous dire exactement quoi, j'aurais aimé faire une citation, j'aurais dû prendre le temps de chercher tout à l'heure. Je trouve que la postface et la préface, on sent la bienveillance de l'auteur. Je trouve que on la sent vraiment présente et voilà, j'ai été très émue par la préface et la postface, alors que pour le coup, sur ce type de titre, c'est pas forcément le genre de choses qu'on attend, mais ça m'a beaucoup touchée. Bref, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, je vous les recommande. Celui-ci, il est à 10 € et celui-ci, il est à 7,99 €. Franchement, ça fait 17,99 €. Vous passez un super moment. Voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, bien évidemment. Moi, j'ai beaucoup aimé et je reprendrai vraiment un titre de l'auteur. Alors, j'allais dire au Frisson Festival, j'attendrai peut-être pas jusque-là, on ne sait pas. Puisqu'il y a aussi, du coup, je n'ai pas lu Fausse Confession, qui est son dernier titre, je crois.
Mais franchement, je vais continuer à le découvrir parce que je trouve qu'il y a une vraie évolution dans la plume. Et j'ai beaucoup, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je ne vais pas en dire plus finalement, puisque ça m'a plu. Je vous le recommande et c'est le principal. Ensuite, j'ai terminé une série également en lisant 1, 2, 3 Fantômes de Bertrand Crapès. C'est publié chez Livresse. C'est le dernier tome de sa trilogie des monstres. Le premier, c'est 1, 2, 3 Zombies que j'avais adoré. Le deuxième, c'est 1, 2, 3 Vampires que j'avais un petit peu moins aimé parce que j'avais pas l'humour d'1, 2, 3 Zombies. Et ici, dans 1, 2, 3 Fantômes, c'était bien. Mais pour moi, c'est au niveau du 1, 2, 3 Vampires, ça n'est pas au niveau du coup de cœur que j'avais eu pour 1, 2, 3 Zombies. À nouveau, ce qui me manque vraiment, c'est l'humour. Alors, j'en avais discuté avec l'auteur, notamment au Frisson Festival, et je comprends tout à fait que pour ce type de créature, on ne peut pas forcément faire de l'humour avec les vampires ou de l'humour avec les fantômes, mais voilà, ça m'a un peu manqué quand même. Bref, sinon, la boucle est bouclée. Je m'étais douté un petit peu de la fin. Ça n'a pas forcément, enfin ça n'a pas forcément, ça n'a pas gâché ma lecture, c'est resté une lecture extrêmement sympathique. Moi j'aime bien la plume de Bertrand Crapès et c'était sympa également de découvrir plein d'histoires de fantômes à travers les époques. Donc en gros, au début de l'histoire, on a un papy qui va dans la chambre de sa petite fille et elle est punie, elle ne peut pas sortir de la chambre et donc ils vont s'amuser. Je ne sais plus si c'est le soir d'Halloween ou... ouais, je pense que c'est le soir d'Halloween, parce qu'en fait, ils décident de se raconter alternativement des histoires de fantômes. Donc, on a le grand-père qui va nous raconter des histoires de fantômes finalement assez classiques, pas mal de thématiques et de fantômes qu'on connaît quand même. Et puis, l'ado qui va raconter des histoires de fantômes un petit peu plus modernes. Voilà, donc c'était sympa. La structure, elle est rigolote aussi. Donc, on va traverser les époques et puis les styles, puisqu'on a des fantômes de SF, d'horreur, de contemporain, de fantasy, c'était plutôt sympa. La structure comme ça d'alternance aussi, c'est plutôt cool. Le style est agréable. Il y a des petites références à des films cultes ou à des séries cultes, comme on a également de toute façon dans les autres tomes de l'auteur. Je pense qu'il aime bien comme ça glisser des petites références. Bref, c'était très cool. Franchement, j'ai passé un chouette moment. J'ai la trilogie du roi Arthur, je crois qu'elle s'appelle comme ça, une trilogie de fantasy plutôt jeunesse, je crois, de l'auteur. Alors, j'ai un peu peur parce que Laurent a pas trop aimé l'ado vintage. J'ai un peu peur. Alors, moi, j'aime bien. En tout cas, sur les 3 titres que j'ai lus, donc 1, 2, 3, Zombies, Vampires et Fantômes, à chaque fois, j'ai passé un chouette moment. Petite préférence pour les zombies quand même. Mais à chaque fois, c'était cool. Et puis, dans des structures narratives différentes à chaque fois, des titres courts. Moi, je vous le recommande. Surtout 1, 2, 3 Zombies. Je vous le redis, si vous n'avez pas compris. Mais la trilogie, globalement, si vous avez envie voilà, de petites histoires, que ce soit de vampires ou de fantômes, c'est parfait à lire pour, moi, je trouve, pour Halloween, en tout cas pour la période d'octobre. Je dis ça, moi, je l'ai lu en décembre. C'était cool et je continuerai de lire l'auteur. Donc, j'ai notamment sa trilogie Arthur. J'espère que moi, je vais aimer. Et en parlant de j'espère, de je vais aimer. Bon, alors si vous avez vu mon bilan, vous savez que j'ai lu donc le 3e tome de Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié à l'école des loisirs. Je l'ai lu en décembre et ça a été un flop. Alors, j'ai adoré le tome 1. J'ai eu un très joli coup de cœur pour le tome 1. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne m'attendais pas du tout puisque c'est de la jeunesse. Je lis pas peu de jeunesse. J'avais cédé à la hype, clairement, on va pas se mentir. Voilà, sinon, je ne sais pas vraiment le titre vers lequel je me serais tournée. La hype. Et puis, l'objet livre est vraiment extrêmement joli. J'aime beaucoup les illustrations de Sanoé. Coup de cœur pour le tome 1. Vraiment, je ne le renie pas du tout. Le tome 2, déjà, comme je l'ai toujours dit, si j'ai acheté le tome 3 en démarrant ma lecture du tome 2, tellement j'étais en confiance. Voilà, ayant le tome 3, je me suis dit je vais le lire, par contre je ne veux pas attendre pour le lire, donc voilà, je l'ai lu en décembre, c'était un de mes objectif atteint. Donc ici on va retrouver les personnages de la région, la ville de Belle-Écorce, donc le renard qui va partir dans une nouvelle quête avec le petit renardeau ici présent. C'est trop jeunesse pour moi en fait, vraiment. Je trouve que ça soit dans le tome 2 et dans le tome 3, il n'y a pas le second niveau de lecture qu'on avait dans le tome 1. Je trouve que ici on ne l'a pas, en tout cas pas quand on est un adulte. C'est une bête plume, la lecture elle est agréable, l'histoire et les rebondissements, voilà, c'est bien fait, c'est structuré, c'est cohérent, c'est pas, il n'y a pas d'incohérence en fait. Mais je trouve que la structure de l'histoire entre finalement les 3 tomes que j'ai lus,
elle est globalement assez identique. Moi, je ne me suis pas attachée du tout au personnage. Donc, en fait, tout ce qui leur arrive, moi, je lis avec beaucoup de distance. Il se passe des choses qui sont censées m'émouvoir en tant que lectrice. Ça ne marche pas du tout avec moi. Je ne vais pas m'infliger ça dans un 4e tome, donc je ne lirai pas la suite, je m'arrête là. Je trouve aussi, et c'était le cas dans le tome 2, qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup trop de thèmes. À vouloir mettre trop de choses, finalement, on ne traite rien, en fait, voilà. Donc je trouve que il y a plein de choses qui sont évoquées, qui, prises indépendamment, sont super intéressantes et pourraient presque être un sujet principal d'un titre. Mais là, on veut en mettre tellement que finalement, on ne parle de rien et tout est traité très en surface. Il y a également beaucoup de personnages, beaucoup de nouveaux personnages. Je trouve que ça va trop vite. Je trouve que les personnages se lient et accordent leur confiance de manière extrêmement rapide. Alors certes, c'est de la jeunesse, je l'entends, mais même dans un titre jeunesse, je pense que des choses qui vont aussi vite que ça, c'est pas cohérent, quoi. Les enfants sont pas des idiots, donc voilà. Même eux, dans la vraie vie, ils vont pas forcément tout d'un coup se mettre à raconter tout à quelqu'un qu'ils connaissent depuis 10 minutes. Enfin voilà, ça c'est un truc qui me dérange toujours un peu. Je n'avais pas le temps de m'attacher aux personnages, aux différentes histoires de personnages. Voilà, lecture pour moi en tout cas plate, sans émotion. Je ne suis pas le public, alors je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent cette série. J'ai une unpopular opinion que j'assume complètement. Avec moi, ça n'a pas fonctionné. Je m'arrêterai là. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre petit détail. Enfin, il y a 2 détails. Voilà. Je trouve que le livre, il est absolument pas pratique à lire. Il est très dur à manipuler. Si on ne veut pas complètement l'abîmer et si on fait un minimum attention, c'est pas toujours très agréable à manipuler. Et je trouve que plus on avance, et moins il y a d'illustrations, en fait. Je trouve que... dans les premières, dans le premier tome, quasiment toutes les pages étaient illustrées. Ici, c'est moins le cas. Vraiment, c'est moins le cas. Voilà, l'objet livre en lui-même, il reste très joli, mais voilà, deux petits bémols à mon goût. Je n'étais pas la cible, je n'irai pas le 4e, et voilà. Ensuite, j'ai également terminé encore une autre saga, c'est le Maître des Djinns de P. Jellicark, publié chez La Talente. Alors là, je vais un petit peu galérer pour faire le résumé. On va se retrouver au Caire en 1912. On est plus ou moins, non, c'est pas plus ou moins, on est dans la suite de 2 nouvelles. Ouais, c'est un peu à l'arrache aujourd'hui. Hop là, qui sont donc ces 2 nouvelles-ci, Le mystère du tramway hanté et Les tambours du dieu noir, que j'avais lu, que j'avais globalement plutôt bien aimé. Voilà, je trouvais que l'univers était très riche. Et ici, finalement, je ne regrette pas d'avoir lu les novellas avant, puisque on retrouve certains personnages, et certains événements qui sont évoqués, et il y a des choses qui se sont passées dans les novellas qui, ici, vont avoir leur conclusion, on va dire. On est dans un univers égyptien qui est extrêmement présent. Donc, comme je disais, on est au Caire en 1912. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Fatma El-Shahawari. Elle fait partie du ministère de l'Alchimie, des Enchantements et des Entités Surnaturelles. En gros, elle est flic et elle s'occupe principalement des créatures surnaturelles qui ont été libérées quelques années précédemment. Et si je me rappelle bien, il va y avoir un assassinat collectif au début du roman. Et donc, elle va être chargée de mener l'enquête. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman. L'univers égyptien, forcément, il est extrêmement présent. Il est très riche, que ça soit dans le vocabulaire utilisé par l'auteur. Il y a énormément de mots que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas du tout familière de la culture égyptienne, mais également dans l'utilisation des mythes et des légendes égyptiennes. Donc, on va parler des djinns, mais pas que. Il y a plein d'autres créatures qui vont être évoquées. On va suivre principalement des personnages féminins qui, je trouve, sont très bien présentés, très bien plantés. Alors, il y en a certains qu'on a déjà rencontrés dans les novellas précédentes, mais l'auteur ici nous les développe davantage. L'histoire, elle est bien menée, elle est intrigante. Il nous fait slalomer comme ça entre les légendes, avec les fausses pistes, les créatures qui ont donc envahi l'univers ici suite aux événements des novellas précédentes. Je trouve également qu'ici, on sent assez fort l'engagement de l'auteur donc sur le féminisme, sur l'importance des femmes, du rôle des femmes, du respect que l'on doit aux femmes, mais également, on va pas mal évoquer l'esclavage, puisqu'il y a un certain nombre de créatures qui sont clairement mises en esclavage par les êtres humains. Donc voilà, le transfert par rapport à bien d'autres situations est assez évident. Et on parle également pas mal de colonisation ici. Bien évidemment, c'est dénoncé, hein, c'est assez évident. Et c'est plutôt bien fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, c'était plutôt bien fait. L'intrigue, elle reste classique, hein, voilà, elle n'est pas
voilà, si vous êtes habitué à lire des romans policiers ou tout un tas de trucs, je pense que vous n'aurez pas forcément beaucoup de surprises. Mais c'est l'ambiance vraiment qui emporte tout. Vraiment, c'est l'univers proposé, l'ambiance, le rythme, les odeurs, les couleurs. On est en Égypte, vraiment, c'est un vrai bonheur. Et c'était très agréable de plonger comme ça dans cette ambiance égyptienne, en décembre en plus. Et par contre, j'ai appris quand même pas mal de choses. L'auteur, comme je disais, il utilise vraiment énormément de vocabulaire. Et moi, je suis pas du tout familière de la culture égyptienne. Il y a beaucoup de mots que je ne connaissais pas. Je serais bien incapable de vous les redonner aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'était très intéressant. Et malgré tout, malgré ce vocabulaire très présent, j'ai jamais été perdue pendant ma lecture. C'est assez bien fait. J'ai beaucoup aimé le mélange enquête, action, steampunk, fantasy. Voilà, c'était très cool. Enfin, franchement, moi, j'ai passé un excellent moment. Et je pense que si je retrouve l'auteur, je le relirai avec grand plaisir parce que, franchement, c'était vraiment très, très cool. Voilà. Là, alors, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais la plume de l'auteur, alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est exigeante, mais elle a un petit peu travaillé quand même. Ça nécessite quand même un petit peu d'investissement. Je suis contente de l'avoir lu pendant mes vacances parce que je me dis que peut-être si je l'avais lu à la période où je travaille, et donc forcément mon temps de lecture il est moindre et le nombre de pages que je peux lire par jour il est forcément moindre, je me dis que peut-être ma lecture en aurait pâti. Donc le fait de l'avoir lu en vacances, c'était plutôt un bon choix. Après Maître des Djinns, j'avais envie d'une lecture un peu plus cool, on va dire. Donc, je suis partie sur un thriller avec Les Brumes de Magellan de Olivier Norek, publié chez Pocket. C'est le tome 4 de sa série avec l'inspecteur Coste. Donc là, j'ai lu la première trilogie, donc Code 93, Territoire et Surtension, il y a vraiment un bon petit moment. Et j'étais contente quand je suis tombée sur ce titre-là il y a quelques semaines, je crois. Et j'étais contente, vraiment. Je me suis dit, je vais le lire là. Voilà, comme ça, je serai à jour. Si l'auteur choisit de retourner, de refaire une histoire avec cet enquêteur, je serai à jour. Et j'étais contente de le retrouver. On est donc 6 ans après la trilogie de Code 93. Et ici, on est dans une ambiance qui n'a rien à voir avec Code 93, avec la trilogie. Puisque la trilogie, on est dans quelque chose d'urbain. Vraiment, on est dans les cités de la banlieue parisienne avec des thématiques dures de drogue, de violence, avec des textes, vraiment une plume que j'avais trouvée à l'époque assez incisive. Moi, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai le tome 3 sur Tension, c'est vraiment un tome que j'ai adoré. Le tome 2 Territoire, on est vraiment dans les cités, il y a notamment cette fameuse scène avec un chat qui a traumatisé beaucoup de lecteurs. Mais ici, on est vraiment dans une ambiance qui est complètement différente. On est dans un huis clos sur une île de l'Atlantique avec des personnages qui sont complètement brisés puisqu'on retrouve l'inspecteur Coste après tous les événements qui sont arrivés dans la première trilogie. Et puis, alors, je ne veux pas trop vous en dire. Il a une nouvelle mission sur cette île qu'il tient depuis plusieurs années maintenant. Il est très heureux de faire cette mission. Ça lui permet d'être un peu isolé de tout et un peu de s'éloigner de sa précédente vie. Et un jour, voilà, est-ce que je peux le dire? Ouais. Alors, je réfléchis pour ne pas vous en dire trop non plus. Donc, on va retrouver l'inspecteur Coste sur cette île. Il a une mission à mener depuis plusieurs années qu'il mène très bien. Il est très heureux de le faire et ça lui permet d'oublier et de penser ses blessures aussi un peu. Et un jour, par la force des choses, il va se trouver à rencontrer une jeune femme. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous en dirai pas plus. Sachez que on est vraiment dans une ambiance déjà, tout se déroule sur une île. Donc, avec très peu de personnages, on est dans les brumes de Capellan, donc on est sur cette île où tout le monde se connaît, tout le monde sait tout le monde. Et lui, il reste assez discret, assez mystérieux, assez solitaire. L'histoire et le déroulement de l'histoire, finalement, c'est assez classique, même s'il y a quelques rebondissements que je n'ai pas vu venir. Vous savez, le genre de rebondissement où 2-3 lignes avant qu'on vous le dise, vous vous dites, mais ça serait pas... Et finalement, c'est ça, mais vous le découvrez que 3 lignes après, donc c'est plutôt bien fait. Donc, ce qui m'a plu surtout, c'est vraiment l'ambiance générale. Vous savez que j'adore les huis clos. Là, on est sur une île, donc pour moi, c'est quasiment un huis clos. Et
Et par rapport à là où est l'inspecteur Coste, on peut considérer également que c'est un huis clos. Mais on est vraiment sur un roman qui est beaucoup plus introspectif, beaucoup plus réflexif que la trilogie Code 93 qui était vraiment dans l'action, dans le rythme, dans la ville. Ici, on est sur une île avec un inspecteur et avec des personnages qui ont énormément souffert. Donc l'ambiance est complètement différente, c'était vraiment cool. Et je trouve qu'on sent que l'auteur a beaucoup évolué entre sa trilogie d'origine et ce roman-ci. Alors, je sais qu'il a écrit d'autres titres. Alors, moi, j'ai pas lu notamment Entre deux mondes, et Impact, et puis encore un autre, je crois. Et ça, je trouve que ça se sent dans la manière dont... Enfin, sa plume en elle-même, je trouve qu'elle est plus travaillée. Ouais, je trouve que c'est plus développé. Il prend plus le temps de poser la psychologie de ses personnages. On est moins dans l'action, vraiment, vraiment beaucoup moins. On est plus dans les choses introspectives, moins dans l'action, moins dans le dynamisme, moins dans le rythme que la trilogie d'origine. On n'est pas dans la ville hein, du tout, hein, donc ça se sent quand même, je trouve. On est bien davantage sur la psychologie, l'évolution des personnages, comment on se relève de certaines choses. Une bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu, comme je vous l'ai dit. S'il y a encore un autre tome avec l'inspecteur Coste, je serai là. Franchement, j'ai passé un très chouette moment. Seul petit bémol, je trouve qu'en termes d'émotion, moi, j'y étais pas trop, en fait. Ma lecture, elle a été quand même un petit peu détachée. Voilà, c'était sympa à lire. Voilà. Sur la série avec l'inspecteur Coste, je reste avec Surtension, qui est vraiment mon tome préféré. Mais franchement, si l'auteur reprend son inspecteur, je serai là. Et juste à un moment, il y a un petit lien qui est fait avec Surface, qui est, je crois, je sais pas s'il y a un ou deux tomes en tout cas, qui mettait en scène une autre inspectrice, et il y a un petit lien qui est fait ici. Donc du coup, je serais curieuse de découvrir à minima Surface pour voir le personnage qui est évoqué ici. Bref, c'était sympa, c'était cool. Alors, je vous recommande quand même de lire d'abord Code 93 avant de lire ce titre, mais voilà, c'était chouette et j'ai passé un bon moment. J'ai également une fin de trilogie puisque j'ai lu le dernier tome de la série L'œil du dieu serpent sur des mers oubliées de Eliane Jolmes que les éditions de l'Alchimiste m'ont très gentiment envoyé et je leur en remercie. Ici, on est à quelle période? On est aux alentours de Cuba, 17e siècle, c'est ça, 1683, on est entre, c'est ça, on est dans la mer des Caraïbes, voilà, c'est ça. Décidément, j'ai un peu de mal, on est dans la mer des Caraïbes, entre Cuba, le golfe du Mexique et le Yucatan, voilà, on est à peu près dans ce coin-là. Et au début du tome 1, on va suivre une femme pirate et une jeune femme dont le père est un passionné de reliques et passionné de reliques au sens large, mais d'une relique en particulier. C'est un peu compliqué de vous faire un résumé parce que c'est un tome 3 et que forcément il s'est passé énormément de choses. Sachez que c'est un roman dans les 3 tomes qui parle de piraterie, qui parle de femmes, un roman d'aventure, un roman qui parle aussi de piraterie, mais qui a aussi une ambiance un peu ésotérique, hein, puisqu'on parle pas mal de vaudou, notamment à partir du tome 2. Ce dernier tome est clairement centré sur l'action, on va sur des chapeaux de roue, ça va extrêmement vite, il se passe beaucoup de choses, tout se clôture. L'autrice, elle nous propose vraiment une conclusion pour tous ces personnages et il y en a quand même beaucoup. La plume, elle est toujours aussi riche de manière générale et sur le vocabulaire maritime, mais également sur l'univers du vaudou. Alors, je ne sais pas si elle est elle-même spécialiste de vaudou, mais franchement, on sent qu'elle a travaillé son sujet. Enfin, vraiment, là, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Il se passe tellement de choses dans ce tome-ci que parfois, j'avoue que j'avais un peu du mal à suivre sur qui faisait quoi. Des fois, j'étais un petit peu perdue, mais finalement, j'ai bien raccroché les wagons. Et au fur et à mesure, j'arrivais quand même bien finalement à bien comprendre les événements, même si par moments, dans les scènes d'action en elles-mêmes, j'étais un peu égarée, on va dire. C'est une fantaisie historique très riche. Moi, je vous la recommande si vous aimez vraiment la fantaisie historique. Comme je disais, on parle de piraterie. Ça se passe beaucoup quand même sur les bateaux. On va parler de vaudou, on va parler de mysticisme, on va parler aussi d'histoire, hein, puisqu'on est au XVIIe siècle. Là, à nouveau, hein, colonisation, etc. La fin est tout à fait cohérente. Voilà, je trouve que c'est bien mené du début à la fin, c'est bien tenu, bien tenu, vraiment, c'est le bon terme. Et puis, petit point ultra positif, en tout cas, moi j'aime bien ça, on a un épilogue où l'autrice revient sur
quasiment tous les personnages et on sait quand même ce qu'ils deviennent comme ça après, après tous les événements de cette trilogie. Voilà. Je précise, tout le monde n'en reviendra pas. Je le précise quand même, il y a des personnages qui vont disparaître, il y a des choses qui vont disparaître, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer, des mystères qui vont exploser. Bref, j'ai passé un excellent moment. J'ai la duologie qu'elle a publiée chez Plume Blanche, qui cette fois-ci est dans un univers chinois. Donc, je suis curieuse de voir ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a proposé dans un univers qui est complètement différent. Bref, c'était très chouette et moi, je vous recommande cette trilogie. Les yeux fermés, mon avis, il est dispo sur Instagram puisque comme c'est un service presse, j'ai fait un avis écrit pour le conserver. Ensuite, j'ai lu une toute petite novella, capsule numéro 11 de Philippe Pinel. C'est publié aux éditions 1115. C'est une nouvelle extrêmement courte de SF de 29 pages. Donc, on est vraiment sur un titre ultra court. Je vais aller assez vite. On est sur une autre planète et les humains ont été envoyés pour coloniser une autre planète. Voilà. Et je crois que si je me rappelle bien... Ouais, finalement, le lien, alors ils savent pas trop parce qu'eux se sont réveillés, ils se sont installés sur cette nouvelle planète, mais ils ont perdu le lien avec la Terre. Donc, ils savent pas si la Terre a survécu notamment au dérèglement climatique ou pas, mais c'est pas grave, ils vivent leur vie sur cette planète. J'ai bien aimé la plume, j'ai été intriguée très très vite. Pareil, l'auteur il arrive vraiment très bien et très rapidement à nous faire comprendre l'univers dans lequel on est. Mais globalement, cette histoire ne m'a pas plu du tout, vraiment pas du tout. C'est une planète sur laquelle les fleurs et les végétaux sont extrêmement présents. Et il y a quelque chose qui va se mettre en place auquel je n'ai pas adhéré, je n'ai pas cru un seul instant. Et voilà, et si vous n'y adhérez pas, de toute façon, ça ne marche pas. C'est une nouvelle. Globalement, l'histoire ne m'a pas plu, tout simplement. J'ai aimé la plume, mais l'histoire ne m'a pas plu. J'ai aimé aussi le point de vue de l'auteur qui nous explique que quand on est un colonisateur, quand on est un colon, on doit s'adapter là où on arrive, on ne doit pas tout détruire, ce qu'a tendance à faire l'homme, et que la planète se transforme pour qu'elle devienne ce que nous souhaitons, mais on devrait au contraire arriver et s'adapter. Donc on a aussi voilà, une dénonciation de tout ce qui est lié à la colonisation. Ça c'était intéressant, c'était cool, mais l'orientation prise ne m'a pas plu, et voilà, je ne veux pas m'appesantir plus. C'est un petit flop. Ensuite, j'ai lu Sang d'écume de Magali Lefebvre, publié aux éditions du Chat Noir, un titre assez court également. J'ai beaucoup aimé la plume. Ici, on va suivre Mélie. Mélie, c'est une jeune femme qui travaille, alors comment ça s'appelle? Elle travaille dans la marine française. Et il y a un mystère qui tourne autour d'elle puisque son... Comment dire, son père est décédé quand elle était toute petite. Ils sont partis en mer sur un bateau, voilà, tout simplement. Et il y a eu une tempête et son père est décédé. Elle a des relations avec sa mère qui sont extrêmement conflictuelles. Pour des raisons que je ne vais pas vous développer ici. À nouveau, on est sur 90 pages, donc je ne vais pas vous raconter beaucoup plus que ça. Mais on est sur un roman qui m'a beaucoup plu, un roman d'ambiance. Alors j'ai beaucoup aimé la plume, sachant que Magali Lefebvre, je l'avais déjà lu dans Bad Queen, qui était une réécriture de Blanche-Neige, enfin plutôt de La Méchante Reine, que j'avais bien aimé globalement. Et ici j'ai retrouvé cette plume, finalement c'est une plume qui fonctionne bien avec moi, donc je pense que je vais continuer la découverte de cette autrice. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, on est dans quelque chose qui est assez glauque et on va naviguer entre la folie et l'imaginaire, finalement quelque chose d'assez classique. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle imagine? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tout ça finalement c'est issu de son esprit ou pas du tout? Est-ce qu'elle interprète ou pas? À nouveau, on a un vocabulaire maritime qui est extrêmement présent, forcément. Hein, Mélie travaille pour la marine, hein, donc forcément. L'autrice, elle tient le mystère jusqu'à la fin. Il y a des choses qu'on va découvrir au tout dernier moment qui m'ont donné envie. Du coup, je me disais, tiens, il faudrait peut-être que je le relise pour avoir une autre orientation à ma lecture. Mais voilà, c'était une très chouette lecture et franchement, je vous le recommande si vous n'avez jamais lu Magali Lefebvre. Franchement, en tout cas avec moi, ça marche quasi à tous les coups sur les 2 titres que j'ai lus d'elle. C'était une très chouette lecture également. Et j'ai terminé l'année avec Tremblay. Crime au Japon de Max Keyes, c'est publié chez Darkside. 8 histoires criminelles au pays du soleil levant. Un peu sur le même modèle que Jiken de Louis San, que j'avais lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Et hop là,
Max Kaz, alors moi c'est un youtubeur de true crime que je ne suis pas du tout et je m'étais procuré ce roman, il y a un salon du polar qui a été organisé dans mon espace culturel Leclerc. Max Kaz a été invité. Alors moi, comme je ne le suivais pas sur YouTube et que j'avais lu aucun de ses romans, je ne suis pas allée me le faire dédicacer, mais j'avais découvert qu'il y avait ce titre-là à ce moment et donc bah, voilà, je me l'étais prise. Ça se passe au Japon, donc forcément, vous vous doutez bien que j'ai été très intéressée. Ça a été une très très bonne lecture. Je ne connaissais aucune des histoires proposées. Voilà, pas du tout. Je trouve, ça m'a beaucoup plu qu'il nous fasse une alternance entre des éléments de contexte, des informations culturelles liées au Japon. Il y a des choses que je savais, il y a des choses que j'ignorais. Et ensuite seulement le déroulé de chaque affaire, de chaque crime, jusqu'à la résolution, jusqu'à éventuellement les condamnations, etc. etc. Pardon. Il brise également régulièrement le 4e mur en s'adressant directement au lecteur. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément beaucoup, mais ici, je pense que dans ce type de romans qui sont pas des romans, mais qui sont des essais et des choses finalement tirées de la vie réelle, ça m'a beaucoup moins gênée et j'ai trouvé en plus que c'était peu, mais que c'était bien fait vraiment sur certains éléments. C'était pas trop envahissant. Par exemple, il se passe un truc et puis après il nous dit mais comme on le verra plus tard, ou il fait des fois des références à les vidéos, la construction des vidéos qu'il fait sur YouTube. Ça, moi, ça me parle pas, mais en tout cas, ça m'a pas gênée dans ma lecture. Alors, je l'ai pas encore fait, mais je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'aille jeter un œil sur ces vidéos YouTube, voir s'il y a des choses comme ça qui font écho par rapport au roman que j'ai lu. Le seul bémol que j'ai eu pour moi, c'est que quand je l'ai acheté surtout, je l'ai vraiment acheté pour la thématique, mais j'avais un peu de mal avec les illustrations. Je n'étais pas très fan des illustrations. Je le suis toujours pas, vraiment pas. Mais je trouve que finalement, elle colle bien aux histoires qu'il raconte, aux ambiances, etc. Donc finalement, voilà, c'était... voilà, je suis pas fan des dessins, je ne sais plus de qui ils sont ces dessins, mais voilà, c'était pas gênant et ça m'a passé illustration d'Abigail Giroux. Voilà, je cite quand même la dessinatrice. Mais voilà, c'était voilà, ce genre de choses. C'était voilà, je suis pas fan des illustrations, mais ça colle bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Pardon. Et je voulais encore dire quelque chose, c'est que notamment par rapport aux événements qu'il raconte, un peu comme dans Louis San, ils vont pas non plus trop dans les détails. Donc on n'est pas sur des choses qui sont vraiment très difficiles, très gore. Alors c'est sûr que les événements qu'il raconte pour certains sont assez horribles, mais il n'y a pas de détails scabreux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas de détails scabreux. Donc franchement, ça se lit très bien. Je vous le recommande. Peut-être que vous connaissez le youtubeur. Moi, c'est pas mon cas. Alors je crois qu'il y a un ou deux autres romans dans cette collection Tremblay. Peut-être qu'à l'occasion, je me les prendrai, mais voilà, vous connaissez mon affection pour les pays asiatiques et le Japon en particulier. Donc, voilà, je sais pas si... Par contre, s'il en fait un autre, franchement, je serai là parce que, franchement, j'ai passé un très chouette moment. C'était cool. Ça fait toujours bizarre de dire c'était cool sur des romans de true crime comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'était donc le dernier roman que j'ai lu en 2024. Ma vidéo est maintenant terminée. Elle est un petit peu longue je crois, donc je ne vais pas m'appesantir plus. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, si vous êtes du même avis que moi et pas du tout, ou pas du tout, notamment pour Mémoire de la forêt. Désolée pour tous les gens qui ont adoré cette série, malheureusement c'est la magie de la lecture. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.